Bienvenue dans l'African Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale littérature africaine avec un dossier du jour consacré à l'homme de lettres burkinabé, maître Titinga Frédéric Passéré. Et au sommaire également de cette émission, l'Union africaine préoccupée par la crise politique et sécuritaire qui perdure au Burundi. Ce mercredi, l'Union africaine a exhorté les Burundais à regagner au plus tôt la table de négociation. Et puis 40 ans que la marche verte a eu lieu, celle de milliers de Marocains en vue d'annexer le Sahara occidental. Et 40 ans après, le conflit autour de ce territoire n'est toujours pas réglé. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices d'Alfred. Et Gracien Rukindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous et à toutes. Et notre invité, écrivain et auteur notamment d'une Odyssée gabonaise, Monsieur Elono, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et merci de m'avoir invité ce soir. Je suis très content d'être là. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La situation sécuritaire au Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale et notamment l'Union africaine. Ce mercredi, la présidente de la Commission, Nkosazana Dlamini-Zuma, a vivement condamné la dégradation du climat politique et la multiplication de violations des droits humains dans le pays. Le Burundi, rappelons-le, est le théâtre de violences depuis la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. C'est un sujet de Liselsia Kizimana. L'Union africaine préoccupée par la situation au Burundi. Dans un communiqué publié ce jeudi 5 novembre 2015, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a dénoncé la poursuite des actes de violence ainsi que la multiplication des déclarations de nature à aggraver la situation. Elle a appelé les Burundais à regagner la table des négociations afin de trouver une voie de sortie à cette crise qui perdure. Seul un dialogue inclusif, regroupant l'ensemble des acteurs burundais, pourra permettre au Burundi de surmonter les graves difficultés actuelles. La crise burundaise, qui a débuté le 26 avril 2015 avec l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, aurait déjà fait plus de 200 morts et 200 000 réfugiés, une situation qui préoccupe de plus en plus de Burundais et la communauté internationale. Le gouvernement est toujours prêt à négocier, mais seulement le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a plusieurs acteurs. On nous dit qu'il y a des groupes de rebelles, on nous dit qu'il y a des politiciens qui sont à l'extérieur. On nous dit qu'il y a une organisation comme Sénared. Il y en a qui sont même à l'intérieur du pays. Mais finalement, aujourd'hui, le besoin urgent pour les Burundais, c'est de nous aider à identifier ces acteurs, en même temps, chercher les voies et moyens pour arrêter la violence. Sinon, même si la négociation allait directement commencer, ça serait vraiment très difficile de négocier avec les tirs aux oreilles. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a donné un ultimatum à toutes les personnes qui détiennent illégalement des armes. Il leur a demandé à travers un discours à la nation sur la radio nationale de les remettre. En contrepartie, il leur a promis une formation civique et une réintégration dans leur famille. L'ultimatum prend fin ce samedi 7 novembre 2015. Gracien, le président Pierre Nkurunziza a lancé un ultimatum jusqu'à samedi pour que les insurgés déposent les armes. Quel est le risque si l'ultimatum n'est pas respecté ? Bon, le risque d'abord se trouve avant même l'ultimatum du président, de celui qui était l'ancien président Nkurunziza, parce que il n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est surtout le discours du président du Sénat qui avait bien annoncé, qui a utilisé un terme qui était utilisé au Rwanda lors du génocide. Gukora, les gens qui parlent, qui ont dit entendre, Gukora, ça veut dire travailler. Travailler signifie dans la sous-région couper les têtes. Ça, c'est clair. Le Sénat, l'institution très respectable dans tous les pays, le président du Sénat qui annonce déjà, qui dit aux gens, vous allez travailler et on va vous donner les parcelles qui appartiennent à ces gens. Donc ces gens contestataires. La majorité des Tutsis et quelques Hutus aussi qui contestent. Donc l'ultimatum du président est venu après. C'est un ultimatum, je dirais, contre son peuple, parce que c'est un ultimatum qui annonce finalement, je vais lancer, il a bien annoncé, la police et l'armée vont utiliser tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire ces cartes blanches. Aujourd'hui, on en est dans une situation où tous les matins, il y a des dizaines de morts et les gens qui vont enterrer les leurs sont tués. Le dimanche,
Toutes les personnes qui ont été enterrées, les leurs ont été tuées, qui étaient dans un minibus. Donc on comprend finalement que cet ultimatum est vécu par les Burundais comme un ultimatum qui est dirigé contre eux, une certaine agression, et on voit bien que les citoyens commencent à quitter les communes et les mairies. Donc c'est vraiment une situation... On doit craindre le pire aujourd'hui, Gratien. Un génocide, vous parlez de génocide. Mais on craint le pire. Le génocide au Burundi, c'est un génocide latent. Le génocide au Burundi a déjà commencé. Il faut que la communauté internationale le sache. Au Rwanda, ça a commencé comme ça. Au Burundi, ça a commencé doucement, mais ça va continuer si jamais ce génocide qui... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la communauté internationale... Intervienne militairement? Mais je vous dis militairement même. Parce que diplomatiquement, c'est ce qui est fait. Diplomatiquement, ils ont fait tout. Militairement, au Rwanda, ils n'ont pas voulu intervenir militairement, mais il y a eu des catastrophes. Il y a des pays qui sont de la sous-région, des pays de l'East Africa Community qui peuvent arrêter. Mais je peux vous dire déjà qu'au niveau de l'armée burundaise, il y a une bonne partie, la moitié de l'armée est Tutsi, l'autre moitié Hutu. Même les Hutus ne sont pas avec le président, avec Nkurunziza. Et surtout, les quartiers même contestataires on va envoyer l'armée et la police. Il y a même des familles des militaires, des familles des policiers qui y habitent. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une sorte d'un ensemble qui peut embraser parce qu'il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup d'armes dans ce pays. On ne sait pas vraiment ce qu'on pourra sauver les jours à venir. C'est vraiment un génocide qui s'annonce, un génocide qui n'est pas seulement ethnique, mais politique. Jean-Marie, rapidement, l'issue diplomatique est-elle encore possible au Burundi ? Je ne pense pas que l'issue diplomatique soit possible. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez le président Nkurunziza qui a rejeté déjà, si vous voulez, la médiation rwandaise qui tendait à pacifier le pays, à stabiliser la scène. Et maintenant, à rentrer dans des négociations qui pouvaient déboucher sur une solution claire et simple pour tout le monde. Mais apparemment, je pense qu'on est mal parti là. Vu ce qui se passe à l'heure actuelle avec les exactions, les assassinats qui sont perpétrés pratiquement quotidiennement, je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir là-dessus. Je ne pense pas que la diplomatie est encore, c'est-à-dire vraiment, voilà, par rapport à ce que je rejoindrai plusieurs points que Gratien a exposé là-dessus. Parce que tout ce qu'on lit, c'est vraiment... Toute la communauté internationale est au courant de la situation actuelle. Vous avez les États-Unis qui en ont parlé, vous avez l'Union européenne qui en a parlé, vous avez l'Union africaine qui vient encore d'en parler parce que, bon, donc, les choses ne font qu'empirer là-dessus. Et j'ose bien espérer qu'on ne va pas retomber dans la même situation que celle que nous avons vécue au Burundi, c'est-à-dire entre les Hutus, au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 6 novembre 1975, des milliers de Marocains, sur appel du roi Hassan II, marchaient vers le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, pour l'annexer. Le début d'un conflit qui n'est toujours pas réglé, puisqu'aujourd'hui le Sahara occidental, territoire non autonome selon les Nations Unies, est toujours revendiqué par le Maroc, un territoire également revendiqué par la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, dont l'objectif est d'aboutir à l'indépendance du Sahara occidental, une motivation soutenue par l'Algérie. Il est clair que depuis 40 ans, le Maroc fait face à une position hostile de la part de l'Algérie et qui soutient le Polisario pour aller vers un choix séparatiste dans cette zone. Le dossier du Sahara est aujourd'hui donc soumis aux Nations Unies. La communauté internationale et notamment donc les Nations Unies qui gèrent ce dossier depuis plusieurs décennies maintenant ont abandonné certains choix, notamment donc le choix d'un référendum et optent beaucoup plus donc pour une solution politique négociée. Jean-Marie, quel regard portez-vous sur le conflit au Sahara occidental ? C'est vraiment une problématique qui dure déjà un peu trop. Bon, si on se place sur la dimension historique, on s'aperçoit que c'est-à-dire le Sahara occidental est un État qui, quand il y avait eu la répartition, si vous voulez, en Afrique et tout, déjà même dans les années 1800, c'est-à-dire le Sahara occidental a été reconnu comme étant un territoire autonome en tant que tel. Bon, mais maintenant, depuis 40 ans, les luttes du Front Polisario, c'est-à-dire de pouvoir devenir un État indépendant et souverain, ça a été toujours une opposition de l'autre côté, c'est-à-dire parce que le Maroc estime que le territoire, c'est-à-dire lui revient tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a la proximité historique. Ces 40 ans dont on parle là, de mon point de vue, ces 40 ans-là ne peuvent pas gommer, si vous voulez, la dimension historique qui fixe que le Sahara occidental était censé être un État autonome en tant que tel. Gratien ? Oui, c'est ce qu'il vient de dire.
la proximité historique, tous les pays africains en ont. Dans la sous-région, par exemple, je peux vous dire que, par exemple, les gens qui parlent le Kirundi se retrouvent au Congo, au Rwanda, en Tanzanie, partout. Même quand on peut extrapoler les gens qu'on peut dire les Tutsis, on les trouve partout. Il y a des territoires qui ont été, disons, surtout la partition de l'Afrique en 1885 à Berlin. Il y a l'intangibilité des frontières. On a eu les indépendances avec les frontières déjà tracées. La marche est verte. Si l'ancien roi Hassan II rêve la nuit qu'il faut marcher sur le Sahara, et puis il arrive à marcher, à pousser les militaires espagnols à ne pas tirer finalement, à laisser faire, ça, on sait bien que tout pays peut le faire, essayer d'envahir pacifiquement les autres pays faibles, mais en réalité, l'État, c'est pour ça que l'Union africaine, il y a des gens très intelligents, reconnaissent l'État sahraoui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que depuis 1987, le Maroc ne fait plus partie de l'Union africaine. Oui, le Maroc devrait se rendre compte finalement de l'erreur et laisser la démocratie et l'autonomie dans ce territoire. Jean-Marie ? Bon, quand je vois Gracia sursauter, j'étais en train de dire la proximité historique, c'est-à-dire je suis exactement sur la même position que lui, que c'est une conquête en tant que telle, une conquête que le Maroc, si vous voulez vous poser, c'est une espèce de, comment dirais-je, d'OPA sur, le Sahara occidental, tout simplement, puisque vous avez les dimensions. Quand je parle de la dimension historique, j'ai d'abord évoquer ce qui s'est passé, la répartition dont il parle de Berlin en 1885. Elle est là, de mon point de vue, j'estime que le Sahara occidental a été reconnu depuis pas mal de temps par pratiquement tous les États africains. Donc, vous venez de souligner que l'Union africaine l'a reconnu, et c'est cette position-là que je défends. Donc, nous ne sommes pas opposés en tant que tel. D'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Gratien, rappelons-le, ce conflit est à l'origine de pas mal de rivalités sur le continent africain. Oui, de rivalité d'abord l'Algérie et le Maroc, parce que l'Algérie, bien sûr, c'est un pays voisin, et en même temps, l'Algérie se dit que c'était facile de faire passer les marchandises, il y avait un corridor, donc c'est au niveau géostratégique, et en même temps, on sait bien qu'au niveau de l'Afrique, il y a eu la diplomatie, surtout Bouteflika, le président actuel, quand il était ministre des Affaires étrangères, très actif, qui a joué un grand rôle, et qui a fait comprendre aux Africains que finalement le Sahara, c'est un territoire autonome, et il s'est fait qu'il y a eu de mauvaises relations entre le Maroc et d'autres pays. Disons que ne fût-ce que ce pays a créé beaucoup, disons, d'animosité, et même le surarmement de l'Algérie et du Maroc, les deux pays qui s'arment le plus en Afrique, sont les pays juste qui se bagarrent pour ce pays. Jean-Marie ? Je voulais rajouter là-dessus, c'est que l'Algérie ne peut pas accepter une position qui est la position du Maroc aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les indépendances, l'Algérie s'est énormément battue pour les indépendances des pays africains. Donc je ne vois pas comment est-ce que ce problème-là pourrait être résolu, c'est-à-dire et que l'Algérie puisse donner son accord. Tout simplement pourquoi, quand on regarde l'Algérie, toutes les luttes d'Afrique du Sud, l'Algérie a soutenu la plupart des mouvements de libération qu'il y a eu en Afrique. Donc je ne pense pas que c'est aujourd'hui que l'État algérien changera de position concernant, le Sahara occidental. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.